Bienvenue dans ce décryptage consacré aux compétences numériques du chercheur moderne. Fini le travail lent, isolé et fastidieux. On entre vraiment dans une nouvelle ère académique où la démarche scientifique devient ultra dynamique et surtout hyper connectée. Plongeons sans plus attendre dans cette exploration pour voir exactement comment les outils d'aujourd'hui redéfinissent de A à Z la méthode scientifique. Pour commencer, posons un peu le décor avec le défi majeur de notre époque. Comme le souligne si bien le docteur Saladin Krit dans ses travaux, l'explosion des données massives a rendu le traitement manuel, complètement obsolète. Il suffit d'imaginer un instant devoir analyser des millions de lignes sur un tableur à l'œil nu. C'est littéralement mission impossible. Face au volume faramineux d'informations qu'on génère aujourd'hui, les méthodes traditionnelles ne font tout simplement plus le poids. Et c'est là qu'on observe un véritable saut évolutif. En fait, c'est comme passer du stade de l'artisan qui forge manuellement sa recherche dans son coin à celui d'un architecte qui bâtit des systèmes automatisés complexes. Aujourd'hui, on s'appuie sur des scripts d'une efficacité redoutable, on jongle avec le big data en toute fluidité et on collabore au sein de réseaux mondiaux sans aucune frontière. C'est un changement de paradigme total. Au menu de cette exploration, on va suivre le cycle de vie complet d'un projet de recherche. D'abord, l'ère de la recherche numérique, puis le traitement des données massives, la visualisation pour mieux comprendre, la maîtrise de la littérature scientifique, et enfin, la collaboration et le rayonnement en ligne. Commençons donc par notre première grande étape, l'ère de la recherche numérique et ce fameux passage indispensable à l'automatisation. Ce qui nous amène directement au cœur de la machine, traiter les données massives avec la phase cruciale du nettoyage et de l'analyse. Alors, avant même de penser à faire tourner des modèles complexes, il faut absolument préparer le terrain. Qu'on parle de combler des valeurs manquantes grâce à des méthodes pointues comme l'imputation par les cas plus proches voisins ou de traquer les fameuses valeurs aberrantes avec des boîtes à moustaches, le nettoyage, c'est ce qui transforme un amas chaotique de chiffres en une base solide et fiable. C'est vraiment l'étape non négociable avant toute analyse sérieuse. Ensuite, vient le moment de s'équiper, et le choix de l'outil va vraiment dicter la puissance de l'analyse. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, on a R, qui est le roi incontesté pour les statistiques pures et la visualisation. De l'autre, on a Python, la vraie star de la polyvalence, surtout quand on veut faire de l'apprentissage automatique et gérer du big data. Et puis impossible d'oublier MATLAB, qui reste la référence absolue pour tout ce qui est calcul matriciel hyper complexe, notamment en ingénierie. Et le vrai secret, c'est que la maîtrise de ces plateformes débloque un niveau de puissance phénoménal. On est à des années-lumière des simples moyennes et médianes. En exploitant des outils comme l'analyse en composantes principales pour simplifier des bases de données géantes ou encore les algorithmes de forêt aléatoire, la recherche gagne une profondeur inédite. On devient capable de découvrir des variables cachées et de faire de la modélisation prédictive avec une précision littéralement bluffante. Passons maintenant à la troisième étape de notre parcours, visualiser pour mieux comprendre ou comment faire parler les données. Pour donner vie à ces chiffres, chaque bibliothèque informatique a sa propre spécialité. Par exemple, Matplotlib en Python est fantastique pour générer des graphiques statiques impeccables, le genre parfait pour une publication dans une revue de prestige. De son côté, ggplot2 sur R propose une approche par couche super élégante pour construire des visuels complexes. Et si on veut aller sur le web, D3.js offre une liberté absolue pour créer des graphiques dynamiques vraiment époustouflants. Mais là où la véritable magie opère, c'est avec la visualisation interactive. Pouvoir zoomer, filtrer en temps réel ou simplement survoler un nuage de points avec sa souris, ça change absolument tout. Ça permet de repérer en un clin d'œil des tendances cachées ou des anomalies qui seraient complètement passées inaperçues sur une feuille de papier imprimée. C'est un outil de découverte intuitif d'une efficacité redoutable. Ce qui nous mène logiquement à notre quatrième axe, maîtriser la littérature scientifique et surtout automatiser la revue de littérature. On le sait tous, se noyer dans des milliers de PDF est le cauchemar de tout universitaire. Heureusement, la technologie vient soulager cette immense charge mentale. Les algorithmes agissent aujourd'hui comme un aimant surpuissant pour dénicher l'information exacte dans une gigantesque botte de foin. De l'extraction automatique des mots-clés avec la méthode TF-IDF, jusqu'à la classification intelligente via l'apprentissage automatique, la revue de littérature devient incroyablement rapide, rigoureuse et surtout dénuée de biais humains. Et pour organiser cette montagne de lecture, impossible de faire l'impasse sur les géants de la gestion bibliographique. Que l'on choisisse Zotero pour son côté open source et gratuit, EndNote pour sa robustesse ou Mendeley pour son réseau social intégré, le résultat est le même. Fini les nuits blanches à vérifier chaque virgule d'une bibliographie, la mise aux normes se fait en un clic, transformant une corvée monumentale en une simple formalité automatisée. Enfin, abordons la cinquième et dernière étape de notre décryptage,
collaborer et rayonner en ligne, l'avènement du chercheur connecté. Aujourd'hui, avoir une présence numérique n'est plus un petit bonus facultatif, c'est la base absolue de l'impact scientifique. Le contraste est d'ailleurs frappant. D'un côté, on a le chercheur isolé avec ses données cachées et sa visibilité très limitée, et de l'autre, le chercheur connecté. En partageant ses codes sur GitHub et en s'impliquant dans la science ouverte mondiale, ce chercheur connecté amplifie sa réputation à l'international et attire des collaborations qui dépassent largement les 4 murs de son laboratoire. Bien sûr, cela demande de construire délibérément sa propre identité académique en ligne. L'idée, c'est de combiner des plateformes hyper spécialisées, comme ResearchGate ou academia.edu, pour diffuser ses travaux, avec des réseaux beaucoup plus vastes, comme LinkedIn. De cette façon, les découvertes ne prennent pas la poussière dans un tiroir, elles bénéficient d'une résonance mondiale, et c'est exactement ça qui favorise les partenariats interdisciplinaires, indispensables pour les grandes avancées de demain. Pour clôturer cette analyse, une question cruciale se pose. Alors que l'intelligence artificielle et le traitement des données massifs évoluent à une vitesse fulgurante, est-ce que la communauté scientifique est véritablement prête pour un avenir de recherche entièrement automatisé? S'en tenir aux anciennes méthodes, c'est clairement risquer l'obsolescence. L'avenir appartient à la recherche connectée et guidée par l'IA. Alors comment la science va-t-elle s'adapter et redéfinir ses propres standards de découverte dans les années à venir? C'est une réflexion fascinante et définitivement un enjeu qu'il va falloir suivre de très près.